Bienvenue à cette exploration approfondie, la source qui nous occupe aujourd'hui. Ce sont des extraits d'une chanson. Les paroles de Christine Bauch, « Voyage des âmes éternelles ». On va s'immerger ensemble dans ces quelques lignes. Notre objectif, essayer de cerner le sens profond, de décrypter un peu l'imagerie qui est très riche, et puis de capter l'atmosphère qui se dégage de ce texte. Qui est cette Christine Bauch? Quel rôle elle semble jouer? Qu'est-ce que ça nous évoque, au fond? C'est ce voyage qu'on entame. Oui, tout à fait. Il faut souligner d'emblée qu'on est face à un texte très poétique, très chargé en symboles, potentiellement métaphoriques. On n'a que des fragments, c'est vrai, mais ils sont d'une densité assez remarquable. D'accord. Donc on va décortiquer ensemble, couplet, pré-refrain, refrain, pour essayer d'en extraire les thèmes principaux et de mieux comprendre cette figure centrale, Christine Bauch. Parfait. Alors allons-y. Plongeons directement dans le premier couplet. Je suis Christine Bauch, entre ciel et terre, visible et invisible, je traverse les mystères. D'entrée de jeu, elle se définit par une position, intermédiaire, presque paradoxale. Entre ciel et terre, visible et invisible. C'est une affirmation d'identité plutôt forte, non? Extrêmement forte, oui. Elle se place d'emblée dans un espace, liminal, c'est-à-dire sur un seuil, une frontière. La dualité ciel et terre, ça suggère classiquement une médiation entre le plan spirituel, immatériel, et puis le plan matériel incarné. Et visible et invisible, ça vient renforcer cette idée. Elle aurait accès, ou en tout cas elle interagirait avec des dimensions de la réalité qui normalement échappent à la perception ordinaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas juste passive dans cet entre-deux. Elle dit « je traverse les mystères ». Il y a une action là, un mouvement volontaire. Ce n'est pas juste une position, c'est une fonction, une activité. C'est un point crucial, oui. Ce verbe « traverser », ça implique une navigation active, une exploration délibérée de ce qui est caché, inconnu, peut-être même dangereux. Ça évoque une forme de courage, une quête de connaissance ou de passage. On pourrait y voir des échos d'archétypes comme l'explorateur de l'inconnu, le chaman qui voyage entre les mondes, ou même le passeur d'âme dans certaines traditions. Il y a une notion de pouvoir, de compétence dans cette capacité à naviguer l'invisible. Oui, je vois. Et cette idée de navigation, elle se poursuit d'ailleurs dans le pré-refrain qui suit. Là où les âmes parlent bas, où le vent porte leurs éclats, dans l'ombre qui nous enlace, je guide tes pas. L'atmosphère ici, elle devient plus entre feutrée et non, plus sensorielle. Ah oui. On passe des grandes déclarations un peu cosmiques à quelque chose de plus intime, de plus mystérieux encore peut-être. Tout à fait. L'imagerie sonore et kinesthésique prend le dessus. Les âmes parlent bas. Ça suggère une communication qui n'est pas conventionnelle, subtile, peut-être difficile à percevoir. Est-ce que ce sont des esprits, des mémoires, des parts enfouies de la psyché? Le texte, il ne le dit pas. Non. Et le vent porte leurs éclats, ça renforce cette impression de message un peu fragmenté, aérien, presque insaisissable, mais bien présent. Et cette ombre qui nous enlace, c'est une image ambivalente, ça. Un enlacement, ça peut être réconfortant, protecteur, comme un cocon. Oui. Mais l'ombre, ça évoque aussi l'inconnu, le caché, parfois l'inquiétant. Comment on interprète cet enlacement? C'est toute la richesse de l'image, justement. Est-ce que c'est l'ombre protectrice de la nuit, propice à la confidence, à l'introspection, ou bien l'ombre du subconscient, où résident des vérités ou des peurs cachées, ou alors une ombre plus menaçante que la guide à traverser? Le texte laisse la porte ouverte. D'accord. Mais ce qui est certain, c'est le rôle de Christine Bauch, qui s'affirme ici avec force. « Je guide tes pas ». Oui, ce tes pas est frappant. C'est pas nos pas, ni les pas en général. C'est une guidance très directe, très personnelle. Ça établit une relation très spécifique entre la guide et la personne accompagnée. On sent une implication profonde. Absolument. Ça suggère une relation de confiance, peut-être de mentorat, d'accompagnement thérapeutique ou spirituel, mais individualisée. La guide n'est pas une figure distante. Non, elle est engagée personnellement aux côtés de celui ou celle qu'elle accompagne dans cet espace particulier, cette ombre où parlent les âmes. Et cette guidance, elle mène quelque part. Comme l'indique le refrain, « Je t'accompagne au loin où les étoiles nous rejoignent, dans ce monde sans témoin où nos destins se peignent. » C'est une promesse magnifique, mais aussi très énigmatique. Vers quel loin est-ce que ça mène, ce voyage? Alors, analysons les indices qui sont donnés. C'est un lieu au loin,
Bon, ça implique une distance par rapport au point de départ, un vrai voyage, peut-être une transformation. C'est un lieu cosmique où les étoiles nous rejoignent, ça lui donne une dimension immense, universelle, peut-être transcendante. On quitte le terrestre pour l'infini. Mais en même temps, c'est un lieu d'une intimité absolue. Dans ce monde sans témoin, pourquoi insister sur l'absence de témoin? Qu'est-ce que ça apporte? Ah, ça, c'est une caractéristique essentielle. Ça suggère un espace de vérité brute, sans jugement extérieur, sans masque social, un lieu où l'on peut être pleinement soi-même, ou peut-être découvrir qui l'on est vraiment, à l'abri des regards, des attentes des autres. C'est un espace sacré en quelque sorte, préservé. D'accord. Et c'est dans cet espace que nos destins se peignent. Cette formule est particulièrement intrigante. Se peignent. Est-ce qu'on les découvre, comme une image qui apparaît, ou est-ce qu'on les crée, comme un artiste qui peint une toile? Le verbe peindre, il a ce double sens potentiel, non? Exactement. Et c'est là toute la force poétique et philosophique de l'expression. Si peindre signifie créer, ça suggère que dans ce lieu privilégié, on a la capacité d'influencer, de façonner activement son propre avenir, sa propre trajectoire de vie, une sorte de libre arbitre exacerbé dans un contexte hors du commun. Ce serait une vision très responsabilisante alors, presque vertigineuse. Oui, mais si peindre signifie plutôt dépeindre, représenter ou révéler, alors ce monde sans témoin serait le lieu où le véritable motif de notre destin, peut-être préexistant mais voilé, devient enfin clair, visible, comme si on voyait enfin le tableau complet de notre vie, son sens caché. Hmm. Les deux interprétations sont plausibles et tout aussi profondes. Peut-être même que les deux se produisent en même temps, la révélation et la co-création, qui sait? Ça donne une profondeur incroyable à ce voyage accompagné. Passons au deuxième couplet. Entre rêve et réalité, je danse avec l'éternité. Dans ce silence animé, où tout est vérité. On retrouve une dualité, rêve et réalité. Ça fait écho à ciel et terre, mais ça semble explorer une autre dimension, plus intérieure peut-être. C'est probable, oui. Si ciel et terre renvoyaient à des plans d'existence distants, disons spirituels matériels, rêve et réalité semblent plutôt pointer vers des états de conscience. Christine Borch, elle navigue entre l'état de veille ordinaire et l'état onirique, ou peut-être un état modifié de conscience qui transcende cette opposition. Elle ne les oppose pas, elle semble les relier. D'accord. Et dans cet état, elle danse avec l'éternité. L'image est saisissante. C'est plus traverser les mystères, qui impliquait un effort, une tension. Là, c'est une danse. Qu'est-ce que ça suggère, cette image de la danse? Ah, la danse! Ça évoque la fluidité, l'harmonie, l'acceptation et même la joie peut-être. Au lieu de lutter contre le temps infini ou de le subir passivement, le personnage entre dans une relation dynamique, gracieuse avec l'éternité. C'est une image très puissante d'intégration, d'aisance dans l'infini. Mhm. Ça pourrait faire penser à certaines philosophies orientales qui visent une forme d'accord avec le flux de l'univers, un état de flot ou de non-dualité. C'est une posture très différente de celle du simple mortel, souvent angoissé par le temps qui passe. Oui, c'est vrai. Et cette danse, elle a lieu dans ce silence animé où tout est vérité. Encore un paradoxe fascinant. Un silence qui est animé. Comment un silence peut-il être plein de vie? C'est un paradoxe central dans beaucoup d'expériences mystiques ou contemplatives. Le silence extérieur, l'absence de bruit, de distraction, permettrait en fait de percevoir une intense activité intérieure. Le flux des pensées profondes, les intuitions, les émotions subtiles, ou peut-être même ces âmes qui parlent bas qu'on a évoquées plus tôt. Ah oui, C'est un silence riche, pas un silence vide. Un silence où la communication essentielle, non verbale peut-être, a lieu. et c'est là que tout est vérité. Une affirmation très forte, presque abrupte. Quelle sorte de vérité? Est-ce que c'est la fin des illusions, des mensonges qu'on se raconte? C'est ce que le texte suggère, oui. Dans cet état de silence animé, de danse avec l'éternité, les filtres habituels de la perception, les conditionnements, les illusions, tout ça tomberait. Ce serait un lieu ou un état de lucidité absolue où les choses apparaissent telles qu'elles sont, sans phare. D'accord. La vérité ici, c'est peut-être pas une vérité factuelle ou dogmatique, mais une expérience directe de la réalité fondamentale, de soi-même et de l'univers. C'est potentiellement le but ultime de ce voyage des âmes éternelles. Après ce couplet, le texte répète le pré-refrain, là où les âmes parlent bas, et le refrain « Je t'accompagne au loin ».
En musique, bon, la répétition, ça ancre les thèmes. Est-ce qu'ici, ça fait plus que simplement renforcer le message? Ça ajoute une nuance? Ça renforce indéniablement les éléments clés, c'est sûr. La constance du rôle de guide, je guide tes pas, je t'accompagne, la nature persistante de cet espace ou de ce voyage, là où les âmes parlent bas, où les étoiles nous rejoignent. Mais au-delà du renforcement, cette structure répétitive, elle peut aussi donner un caractère rituel, presque incantatoire à l'ensemble. Ah oui. Oui, comme si ces mots n'étaient pas juste une description, mais une formule active, un mantra qui maintient ouvert ce passage vers l'autre dimension. Une sorte de balise rassurante dans l'inconnu, peut-être? Un point de repère? Exactement. La répétition crée un point fixe, une référence stable dans un voyage qui explore des territoires mouvants, mystères, rêves et réalités. Elle assure à la personne accompagnée que la guidance est constante, que le chemin, même s'il est étrange, a une structure, une destination. Et puis ça souligne aussi peut-être que ce voyage n'est pas forcément linéaire, mais peut être cyclique, un retour constant à ces états ou lieux essentiels. Si on tente de rassembler un peu les fils, plusieurs grands thèmes émergent de ces extraits quand même. Il y a bien sûr l'idée omniprésente du voyage. Voyage intérieur, spirituel, entre les mondes, c'est assez ouvert. Et au cœur de ce voyage, le rôle essentiel de la guidance personnalisée. Oui, une guidance qui s'appuie sur une communication subtile, non conventionnelle. Les murmures d'âme, les messages du vent, le silence animé. Et cette guidance, elle permet la traversée des frontières, entre visible et invisible, ciel et terre, rêve et réalité. C'est vraiment une figure de passeuse, de médiatrice par excellence. Il ne faut pas oublier non plus la confrontation ou l'interaction avec l'immensité, l'éternité, les étoiles, et cette finalité qui semble liée à la révélation ou à la création du destin, et à l'accès à une forme de vérité fondamentale. C'est une quête très profonde qui est esquissée là. Tout à fait. Si on prend un peu de recul, ces paroles dessinent le portrait d'une figure archétypale qu'on retrouve dans de nombreuses cultures, celle du guide spirituel. On pourrait penser à une figure de psychopompe, c'est le terme qui désigne un guide des âmes, souvent dans les passages entre la vie et la mort ou entre différents états de conscience, ou plus largement une accompagnante bienveillante lors de transitions existentielles majeures, des crises, des deuils, des quêtes de sens, l'exploration de la conscience. Et ce qui me frappe toujours, c'est ce balancement constant entre l'infiniment grand, les étoiles, l'éternité, les mystères, et l'infiniment intime. Fais pas, nous enlace, ce monde sans témoin. C'est un voyage qui semble embrasser toutes les échelles. C'est une des grandes forces de ce texte. Il parvient à évoquer une expérience qui est à la fois universelle, cosmique, et en même temps profondément personnelle, unique pour chaque individu accompagné. Ce n'est pas un dogme général, c'est une invitation à un parcours sur mesure, guidé avec soin. En somme, ces extraits de Christine Bowes, Voyage des âmes éternelles, nous brossent le tableau poétique et nimbé des mystères d'une guide qui navigue avec aisance entre les dimensions visibles et invisibles. Une figure qui prend quelqu'un par la main pour l'accompagner pas à pas dans une exploration intime et profonde. Une exploration qui semble déboucher sur la découverte ou la co-création de son destin et l'accès à une vérité essentielle, le tout dans un espace sacré, à l'abri du monde extérieur. Précisément. Et une grande partie de la puissance évocatrice de ce texte réside dans ces zones d'ombre, dans ce qu'il suggère, sans l'expliciter totalement. Il laisse une place considérable à l'interprétation personnelle, à la résonance intime. Qui sont véritablement ces âmes éternelles du titre ? Sont-elles extérieures ou des parts de nous-mêmes ? Quelle est la nature exacte de ce voyage ? Un processus intérieur, une expérience mystique, un accompagnement de fin de vie ? Oui, toutes ces questions. Et qu'est-ce exactement que ce monde sans témoin ? Est-ce un lieu physique, un état d'esprit, un plan de conscience ? Le texte ouvre des portes fascinantes, mais il nous laisse méditer un peu devant le seuil. C'est vrai, ça invite à la réflexion personnelle, bien après l'écoute. Et pour conclure notre propre exploration, peut-être une question pour continuer à cheminer avec ces paroles. En s'inspirant de cette figure de guide entre rêve et réalité, si une telle guidance nous était offerte, quelle serait la première part inconnue de nous-mêmes, peut-être notre propre ombre qui nous enlace, qu'on choisirait d'explorer ? Question intéressante. Ou alors, plus concrètement, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour nous, dans le rythme souvent effréné de nos vies, de chercher à danser avec l'éternité, ne serait-ce qu'un instant ? Voilà de quoi nourrir nos propres voyages intérieurs.